Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à vous toutes qui êtes là ce soir à l'invitation de Jean-Michel. Je vous remercie de prendre votre temps pour m'écouter. Je m'appelle Zuma Wennansongede Eric, je suis instituteur. Je suis né en Côte d'Ivoire, dans un pays voisin de mon pays. J'y ai toujours mon père et deux de mes frères. Ici, je suis avec ma mère et 5 autres membres de ma famille. C'est difficile dans mon pays d'avoir du boulot. Aussi, il faut passer plusieurs concours pour espérer en avoir un. Moi, j'ai toujours rêvé d'être gendarme ou CRS. Parce que là, je gagnerais plus et c'est sûr que j'allais avoir une bonne paye. À l'issue des examens de concours, je me suis retrouvé avec 2 concours, c'est-à-dire le concours d'instituteur et le concours de la CRS, comme je l'avais rêvé. Mon choix était évident et clair, la CRS. Malheureusement, ma mère, pour quelle raison, je ne sais pas, a insisté pour que je sois instituteur. Je n'ai pas voulu, je ne voulais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi elle voulait que je sois instituteur. Pourquoi être instituteur? Qui veut instituteur? Qu'est-ce qu'on gagnerait à être instituteur? Rien. Être instituteur dans mon pays, c'est être à la traîne, être fauché, être dans le dénouement total. À croire que le métier d'instituteur chez nous, c'est le plus bas des métiers. Pourtant, il n'y a pas un métier aussi noble que celui d'un instituteur. Il n'y a rien de plus valorisant que d'apprendre à lire et à écrire à un enfant et lui permettre de devenir quelqu'un. Vous tous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes tous passés par là, je suis sûr. Combien d'entre vous sont repartis voir l'instituteur du primaire pour lui dire merci de lui avoir inculqué tout ce savoir? Je n'ose pas le dire, mais ici, dans mon pays, il y en a peu qui sont reconnaissants. Alors, ma mère qui voulait que je sois instituteur, je ne sais pas pour quelle raison, mais toujours est-il que je n'ai pas voulu de ce métier. Et je suis parti dans ce métier malgré moi, juste pour faire plaisir à ma mère, parce qu'elle s'est battue tant d'années pour moi. Alors, après 2 années de formation, j'ai été affecté dans une zone qu'on appelle le Sangué. C'est une province de Burkina Faso, proche de la ville de Koudougou, à 25 km exactement, dans un village qu'on appelle Djalpia, où je devrais m'occuper des élèves qui ont entre 7 et 16 ans. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Toujours est-il que fallait travailler dans un milieu où il n'y a pas d'eau courante, d'électricité, de télé, de boîtes de nuit et surtout de filles à draguer. Alors, moi qui suis né dans une grande ville comme Abidjan et qui dois me retrouver en pleine campagne à enseigner et coupé de tout ce plaisir que pourrait m'offrir la ville, je n'étais pas prêt psychologiquement. Mais tant bien que mal, j'ai accepté cela. Alors, le premier jour de classe, c'est ce jour-là que ma vie a beaucoup changé. J'ai été choqué de voir devant moi des enfants, 7 enfants, oui, 7 enfants, à qui je devrais apprendre à lire et à écrire. Qui étaient là devant moi, qui me regardaient avec un regard hagard, un corps chétif, un gros ventre, et pratiquement rien sur le corps. Quand je dis rien, c'est pour vous dire que ce n'est que des loques. Et moi, j'appelle ça rien. Ils étaient pratiquement nus, sans caleçon. C'est la chemise qui constituait le haut et le bas. Alors, je ne pouvais pas supporter. Je suis ressorti, j'ai dit à mon directeur, direction, je demande la permission de rentrer à Koudougou, dans ma ville, et d'essayer de trouver une solution pour ces enfants. Parce que je ne pourrais pas enseigner des enfants qui n'ont pratiquement rien à porter sur le corps et qui n'ont même pas de quoi écrire. Je ne peux pas.
En plus, combien ils sont? 7 enfants. On va me payer pour enseigner 7 enfants? Non, je ne peux pas. Il faut que je retourne à Kouroukou, essayer de voir autour de moi ce que je pourrais faire pour ces enfants. C'est ainsi que je suis reparti, que j'ai retrouvé ma maman. Je lui ai exposé le problème et je lui ai demandé de rassembler tout ce qui est vieux vêtements, vieilles chaussures, vieux gadgets, tout ce qui ne nous servait plus en ville pour que nous puissions les apporter à ces enfants qui en ont tant besoin. Si nous sommes en ville, ça ne nous sert pas. Mais ces enfants qui sont à 25 km de chez moi en ont grandement besoin. Alors, elle n'a pas discuté, elle a rassemblé tout ce matériel, elle a lavé, elle a raccommodé ce qui était gardé et elle m'a donné pour porter à ses enfants. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé mes 7 élèves, j'ai commencé à les distribuer. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec un effectif plus grand. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est les cadeaux que j'ai apportés à ces enfants-là qui a poussé d'autres enfants à venir à l'école. Malheureusement, ces nouveaux enfants qui venaient à l'école, ils n'avaient pas les moyens de s'inscrire correctement à l'école, régulièrement. Alors, ils venaient juste pour avoir des cadeaux. Parce que ce nouveau maître qui vient d'arriver offre des cadeaux aux enfants. Mais ce n'était pas mon intention d'apporter des enfants. Non, mon intention était de les donner quelque chose, les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent être bien en classe et bien travailler. Mais je ne savais pas que les cadeaux que je les offrais pourraient faire augmenter le nombre d'élèves. Et ces enfants qui venaient là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés par l'école, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'inscrire. Alors, chaque fois que je posais la question de savoir pourquoi tu ne venais pas à l'école, pourquoi tu n'es pas inscrit à l'école, on me répétait toujours, c'est parce que mes parents n'ont pas les moyens. Alors, il fallait inscrire ces enfants-là, qui étaient déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon petit salaire d'instituteur ne suffisait pas pour inscrire ces enfants. Alors, comment je pouvais faire pour trouver de l'argent pour payer les kits de ces nouveaux enfants qui viennent d'arriver dans ma classe? Comment je pourrais faire pour trouver de l'argent pour inscrire ces enfants régulièrement à l'école pour qu'ils puissent apprendre à lire et à écrire et un jour espérer s'en sortir dans la vie? Parce que c'est tout ce que je pouvais faire pour eux. Alors, j'ai commencé à travailler par mes temps libres, c'est-à-dire les week-ends, les vacances, les congés, avec mon oncle, bien sûr, qui a une auto-école et qui me disait: Eric, je ne peux pas t'aider financièrement direct, mais si tu veux de l'argent pour aider ces enfants, il faudrait que tu le mérites. Alors, tu dois m'aider à travailler dans mon école, dans mon auto-école. Et comme ça, je te paye en fonction de ton travail. Et là, avec cet argent, tu pourrais acheter tout ce que tu veux pour ces enfants. J'ai accepté sans hésiter. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec mon oncle parallèlement à ma fonction. L'argent que j'ai gagné me servait à payer des kits pour ces enfants. Ils sont tellement nombreux que je ne pouvais pas satisfaire tout le monde. Alors j'ai priorisé ceux qui sont dans le dénouement total. C'est à eux que j'ai donné la priorité. Parce que je savais qu'en investissant sur ces enfants, en les inscrivant à l'école, ils sont très intelligents et ils peuvent devenir des hommes demain et des enfants épanouis. Et c'est ainsi que tout est parti. Et ça fait 5 ans que je fais cela.